à mon tour de remercier. Donc, c'est un grand plaisir, avec un grand plaisir, un grand honneur d'être là parmi nos amis biologistes. Donc, je pense que c'est la 3e fois donc, je suis invitée. Donc, c'est vraiment un très, très énorme plaisir donc, d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais essayer juste de parler de ce dialogue clinico-biologique qu'on a avec nos amis biologistes pour vraiment étayer ces aspects cliniques et thérapeutiques qu'on rencontre lors de la gestion et la prise en charge d'une hépatite auto-immune. Donc, sans trop tarder, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais essayer principalement donc mon ami professeur Bacolé a détaillé quand même le côté immunologique et diagnostique. Nous, c'est une pathologie qui pose également en plus des problèmes diagnostiques, surtout le thérapeutique. Et actuellement, donc, il y a eu beaucoup d'innovations thérapeutiques et surtout, c'est le suivi et vraiment comment donc, gérer ce suivi et comment dire que c'est un patient il est en rémission ou non-réponse ou en échappement thérapeutique. Donc, je voudrais vraiment détailler ça à travers un cas clinique. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, comme vous le savez, donc, les hépatopathies auto-immunes, quand même, c'est des maladies rares et qui sont quand même, ils ont une présentation très, très variable. Comme ça a été bien présenté par mon ami également, professeur Bacolé, qu'il n'y a pas de marqueur pathognomonique et vraiment, donc, déjà, même sur le plan physiopathologique, ce n'est pas encore très clair. Normalement, le diagnostic, il est parfois très complexe et parfois même la morbidité également, elle est très élevée, surtout dans les cas des hépatites aiguës sévères, on a vraiment le pronostic vital qui est engagé par la défaillance multiviscérale. Également, il y a des challenges thérapeutiques. Donc, normalement, les traitements, on n'avait que les corticoïdes et les immunosuppresseurs à type d'azathioprine. Actuellement, on a d'autres molécules également qui sont aussi efficaces. Et normalement, pour gérer l'indication et la prescription de ces thérapeutiques, donc normalement, on a une réponse, donc c'est guidé par la réponse biologique. Donc, comme quoi, donc, on a plusieurs types de réponses. On a une réponse complète, partielle, échec, rechute. Donc, comment définir tout ça? Donc, normalement, le groupe international d'hépatite auto-immune a permis, donc, après un travail d'experts, de faire un petit consensus pour définir vraiment des guidelines qu'on va donc pouvoir parler donc, le même langage autant que cliniciens. Donc, ce qui est actuellement reconnu, d'après cette conférence de consensus, normalement, donc, il y a l'intolérance au traitement, donc tout effet secondaire à la suite d'un traitement. Et également, donc, on va parler de non-réponse déjà à partir de la 4e semaine. Donc, non-réponse, ça veut dire qu'il y a non-amélioration de bilan biologique. Donc, c'est des patients, normalement, on fait le diagnostic sur une cytolyse, une augmentation des transaminases, donc des alates et des azates. Normalement, si on garde le même taux au bout de 4 semaines sous traitement, on peut dire que c'est un patient qui ne répond pas et il faut, à ce moment-là, donc changer de ligne thérapeutique. On parle également de réponse biochimique. Normalement, on attend à 6 mois également. Donc, une réponse complète, ça veut dire que c'est une normalisation complète des transaminases. Normalement, on doit avoir un taux normal des transaminases. Une fois Idmela normale, 2 fois Idmela, une fois des transas subnormales, on peut dire qu'on est dans une réponse incomplète. Et à ce moment-là également, j'ai le droit, en tant que clinicien, de changer de ligne thérapeutique. Il faut savoir également, donc là c'est en haut, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je n'ai pas le pointeur. Voilà, ici, normalement, c'est ça. Donc, normalement, la réponse biologique, je dois avoir des transaminases normales et un taux des IgG inférieur à la normale également. Donc, ça, une fois ces taux subnormaux, on est dans une réponse incomplète. Et il faut savoir également que c'est des pathologies donc, chroniques et le traitement, il est souvent prolongé. On dépasse en général les 2 années. Et au bout de 2 ans, à ce moment-là, donc, la rémission, c'est la définition, elle n'est pas uniquement biologique. On parle de réponse thérapeutique qui est biologique, mais pour la rémission, elle est histologique.
Donc comme vous l'avez bien détaillé, donc le diagnostic, d'abord la suspicion clinique, il y a la biologie, mais il y a également l'histologie qui confirme le diagnostic de ces hépatopathies auto-immunes. Et pour parler d'une rémission, il faut aller faire cette biopsie également hépatique pour vraiment parler d'une rémission histologique. À ce moment-là, je peux poser la problématique d'arrêter le traitement ou de continuer le traitement, bien sûr, en présence au nom de facteurs de mauvais pronostic, comme vous l'avez bien dit. Donc, pour simplifier les choses, on va essayer de voir ça à travers un cas clinique. Donc là, j'ai ma patiente qui est âgée de 55 ans, donc qui est déjà suivie pour une hypothyroïdie sous lévothyrox, et que son endocrinologue, donc au cours de son suivi, il va détecter des anomalies de test hépatique, donc il va l'envoyer chez l'hépatologue pour une cytolyse hépatique. Quand on fait l'interrogatoire, donc c'est une patiente quand même qui présente une asthénie depuis 1 mois, donc il n'y avait pas d'autres signes associés, donc on n'avait pas de douleur de l'hippocampe droit, donc il n'y a pas d'autres signes cliniques d'alarme. Elle avait un BMI qui était correct, n'était pas obèse, l'abdomen était souple et normalement, cliniquement, je n'avais pas des signes d'une hépatopathie chronique. Donc à savoir, l'hépatopathie chronique, ça veut dire c'est un stade évolué de cirrhose. Donc normalement, toutes les hépatopathies en général, le stade ultime de leur évolution, c'est d'évoluer vers la cirrhose. Et la cirrhose, donc on a déjà des signes clinico-biologiques, donc à savoir l'érythrose palmaire, les angles boudés, donc normalement la circulation veineuse collatérale. Donc cette patiente, il n'avait pas de signes d'hépatopathie chronique. Donc sur le plan biologique, donc il avait quand même une cétolyse qui était donc assez importante. Donc c'est presque 10 fois la normale, donc des azates à 350, des alates à 360, une petite cholestase, donc, avec un taux de bilirubine qui était correct. Il n'y avait pas d'insuffisance hépatocellulaire. Donc le TP, comme vous le savez très bien, c'est un marqueur de fonction hépatique. Donc normalement, il y a un problème hépatique, mais il n'est pas au stade avancé d'insuffisance hépatocellulaire. Confirmé également par une numération formule sanguine qui est normale, il n'y avait pas de thrombopénie, mais qu'est-ce qu'on avait comme anomalie biologique? Il avait quand même cette augmentation de gamma-globulines à 17 grammes avec une spécificité, une augmentation des IgG qui était à 15,5 grammes par rapport à une normale de 12,3. Et on a donc c'est une cétolyse, c'est un problème hépatique. Le premier, normalement, raisonnement que demande le clinicien, d'abord, c'est éliminer le problème viral. Donc, le diagnostic numéro 1, donc normalement, on a demandé les sérologies virales. Vous voyez que c'était tous négatifs, les virus hépatotropes, les plus connus, donc les hépatites A, B, C, E, et même le CMV et le BV. On a demandé également un bilan de cuprémie, donc dans le cas de maladie de surcharge. Et puisque donc tout ça c'est négatif, donc on l'a très bien dit, donc l'hépatite auto-immune c'est un diagnostic d'exclusion. Donc à ce moment-là, donc on a demandé un bilan immunologique qui est revenu avec des anticorps antimusculistes très positifs et avec cette spécificité anti-actine. Donc cliniquement, donc biologiquement, cette dame, et donc le diagnostic pour nous, elle est facile, ça on veut dire, c'est une hépatite auto-immune type 1. Je demande également une échographie pour éliminer, vérifier s'il n'y a pas quand même des signes d'hépatopathie chronique, donc il n'y avait pas de dysmorphie, il n'y avait pas de signes hépatocellulaires, et il n'y avait pas également autres pathologies vasculaires, à savoir les thromboses ou maladies thrombotiques. Donc, je vais poser quelques questions rapidement. À votre avis, donc, c'est un diagnostic très probable d'hépatite auto-immune. À ce stade-là, qu'est-ce que je vais demander de plus? Est-ce que je vais demander un marqueur non invasif de fibrose, à savoir le FibCAT, le fibrotest ou le fibromètre, ou je vais demander également un fibroscan, ou je ne vais rien demander? Donc rapidement, c'est plutôt une question de clinicien. Donc, comme on a dit, c'est vrai que les hépatopathies auto-immunes, donc on ne va pas se baser uniquement sur l'immunologie. C'est un diagnostic qui doit combiner un critère histologique. Donc, et là, donc, les recommandations, que disent les recommandations? Normalement, à ce stade, je ne demanderai pas de test non invasif. Donc, pas de fibrotest, pas de fibroscan, mais je vais demander
une biopsie hépatique, donc, et qui est obligatoire. Donc on ne va pas se baser uniquement sur les tests non invasifs de la fibrose, mais je dois demander une biopsie qui est systématique parce que l'histologie fait partie des critères. Donc j'élimine les autres causes des hépatopathies, donc, à savoir virales, etc. J'ai un bilan immunologique, mais je dois rajouter un critère histologique qui va me confirmer que c'est un diagnostic d'hépatite auto-immune. Le FibroScan, donc normalement c'est un examen qui se base sur l'élastométrie, donc la mesure de l'élastométrie impulsionnelle du foie, mais on l'utilise, c'est un examen vraiment de surveillance et de suivi. Donc cette patiente chez qui donc, on a fait quand même cette biopsie et qui a montré quand même cette hépatite d'interface, normalement qui est typique pour confirmer le diagnostic d'une hépatite auto-immune. Donc, c'est un infiltrat lymphoplasmocytaire au cours de l'espace porte. Et normalement, même la biopsie hépatique à ce stade peut nous dire on est à quel stade de fibrose. Cette patiente, comme on l'a vu, elle était déjà au grade 2, donc on n'est pas encore à F4, donc ce n'est pas encore la cirrhose. D'où l'intérêt, normalement, c'est ça le challenge du clinicien. Normalement, on doit traiter ces patients avant qu'ils passent au stade de cirrhose. Donc le traitement va permettre de prévenir l'évolution et l'extension de cette cirrhose. Donc, normalement, quel est le traitement qu'on va prescrire chez cette patiente? Donc, on a plusieurs choix. Donc, il y a, comme on a dit, le traitement standard, c'était la corticothérapie. Donc, on avait atiprednisone ou prednisolone. Et il y a le bédosonide, normalement, qui est une forme topique de corticoïdes. Mais normalement, on l'utilise uniquement en cas d'hépatite auto-immune non sévère, avec, bien sûr, exclusion de cirrhose, ce qui est le cas chez cette patiente. Voilà pourquoi on va traiter, parce qu'on doit avoir une rémission complète, on doit avoir une rémission clinique, biologique et histologique, pour empêcher la progression vers la cirrhose et la survenue d'événements hépatiques. Et bien sûr, si on a même une cirrhose jeune, on peut la faire régresser par un traitement médical. Donc, en général, les principes de traitement, on a un traitement d'attaque qui sont les corticoïdes. Après, donc, il y a un traitement d'entretien parce que c'est des formes à rechute. Et comme on a dit, c'est un traitement prolongé qui va parfois dépasser les 2 années. Donc, normalement, il y a un traitement d'entretien qu'on va, donc, par l'utilisation d'un immunosuppresseur. Voilà, donc le traitement de première ligne, donc, c'est la corticothérapie. Donc, ça a été prouvé depuis c'est 40 ans. Donc, c'est vraiment un traitement très ancien, mais qui marche toujours. Donc, c'est le traitement de référence et qui permet d'améliorer la survie chez ces patients. C'est un traitement qui est également d'indication pour les formes sévères. On a bien vu, là, pour notre cas clinique, c'est une cirrhose quand même qui est modérée, qui a 10 fois la normale, mais parfois, et souvent le cas, c'est des tableaux à début brutal et sévère. Donc c'est les formes sévères, normalement. On va les classer par 5 grades. Il y a l'hépatite aiguë sévère et l'hépatite aiguë sévère avec l'encéphalopathie. Donc, ce qui fait la part des choses, c'est le taux de prothrombine, qui est le marqueur de notre fonction hépatique. Une fois il chute, moins de 50%, donc ça veut dire qu'on est dans l'hépatite aiguë sévère. Normalement, c'est des malades qu'il faut directement qu'il ait une transplantation hépatique. Donc, vous voyez, donc parfois, donc parfois, ça peut être grave. Ces hépatites auto-immunes, parfois, vraiment, ils peuvent être graves. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment faire rapidement. Donc, également, toujours, on avait dit qu'il y a une autre forme de corticothérapie, c'est le bédosonide. Donc, normalement, c'est un corticoïde à forte extraction hépatique. Et il permet également d'avoir une réponse complète avec une normalisation des transaminases. Et par rapport à la corticothérapie standard, ça veut dire qu'on a moins d'effets secondaires parce qu'il y a moins de passages systémiques. C'est pourquoi on préfère utiliser ce genre de corticoïdes. Mais normalement, il faut respecter les contre-indications et les contre-indiquer en cas de cirrhose ou en cas d'hépatite aiguë sévère. Donc, normalement, on l'utilise en première intention. En deuxième intention, après des effets secondaires. Et bien sûr, il est contre-indiqué, comme on l'a bien dit, en cas de cirrhose ou en cas d'hépatite aiguë sévère. Voilà, donc là, j'ai donné un traitement d'attaque. Donc, quel est le traitement de fond? Vous savez que la corticothérapie, on ne peut pas dépasser 2 mois à 3 mois.
Donc, je dois rapidement, d'emblée, commencer par un immunosuppresseur. Normalement, pour ce cas, donc on a choisi de commencer par l'azatioprine. Donc, l'azatioprine, c'est un immunosuppresseur qu'on utilise d'abord après 2 semaines de corticothérapie. Et en général, on le donne à la dose de 50 mg par jour. Et bon, normalement, c'est un immunosuppresseur quand même qui a beaucoup d'effets secondaires. Donc, j'ai intérêt à faire un suivi rapproché au début de traitement, surtout éviter la cytopénie et les infections. Donc, je fais un bilan immunologique et hématologique. Donc, une fois que je démarrais ce traitement de fond, donc comment je vais évaluer ma réponse thérapeutique? Donc là, c'est la demande du clinicien, c'est le dialogue que fait le clinicien avec le biologiste. Donc, en général, quels sont les biomarqueurs qui vont me dire que mon patient répond à mon traitement? Est-ce que je vais demander uniquement les immunoglobulines type G? Est-ce que je vais demander la cyste-GN? Juste une numération, un fibroscan ou une histodensitométrie, mais surtout pour la biologie. On l'a bien dit au début, normalement, donc on demande la totalité, mais surtout principalement donc la biologie. Donc je vais demander les transaminases et les IgG. Pour l'évolution de la fibrose, donc je vais demander un examen qui n'est pas invasif, donc je ne vais plus demander la biopsie, mais je vais demander plutôt ce fibroscan. La biologie également va me permettre également de dire est-ce que mon patient ne fait pas d'effets secondaires. Donc, en plus de la réponse thérapeutique, est-ce que mon patient répond ou ne répond pas? Je vais me baser sur le bilan hépatique et les IgG, mais je vais également demander, voir également est-ce que mon patient tolère ce traitement. Donc, je vais demander également la numération formule pour éliminer est-ce qu'il n'y a pas de thrombopénie ou d'anémie liée à l'immunosuppresseur. Je vais demander la cyste-GN également, donc je vais dire l'intérêt également de ce dosage. Je ne sais pas si vous le faites régulièrement, mais c'est un outil très important pour nous. On l'utilise dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais on l'utilise également dans l'hépatite auto-immune. Quel est son intérêt? Voilà, c'est une étude très récente qui vient d'être publiée dans le journal des pathologies en 2021. Comme quoi, donc, le monitoring de la cyste-GN, normalement, c'est un métabolite de l'humurène, de l'azatioprine. Donc, normalement, on le demande pour voir. C'est une étude donc, qui a comparé des patients chez qui on a demandé d'une manière systématique le dosage de cyste-GN et l'autre bras sans monitoring de cyste-GN. Donc, qu'est-ce qui a montré? Donc, c'est une étude qui a montré que grâce à ce monitoring de la cyste-GN, on a des patients qui répondent mieux à l'humurène, à l'azatioprine, et on a moins d'effets secondaires. Donc, ça nous permet de réguler la dose de l'azatioprine, et également, ça nous permet d'avoir moins d'effets secondaires. Donc, moi, j'ai un taux thérapeutique de cyste-GN dans l'intervalle, donc j'aurai une meilleure observance et une meilleure tolérance. Donc voilà, donc ça nous a permis, donc cette étude a montré que le monitoring de cyste-GN chez les patients qui ont une hépatite auto-immune sous azatioprine nous permet d'avoir un meilleur taux de réponse avec moins d'effets secondaires. Voilà. Donc là, c'est un message pour vous, donc j'espère qu'on l'aura parce que c'est des malades, nous, souvent on sous-traite et on a vraiment un délai très important pour avoir ce résultat. Donc, je continue. Donc, c'est une patiente, voilà, son bilan initial, on avait la cytolyse, petite cholestase, une IgG à 15. Donc, on l'a traité 15 jours sous bédosini, donc il commence déjà à répondre. Donc, vous voyez, donc, vous vous rappelez, donc, quand même, on a plus une réponse biologique, plus de 50% par rapport au temps initial de son bilan hépatique. On a même une baisse des IgG. On a un taux à 13,5 au lieu de 15,5, donc toujours sans signe d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, on est à ce moment-là, on est autorisé à commencer le traitement de fond par l'azatioprine. Donc, la malade continue à répondre. Donc, on surveille toujours par la biologie les transaminases. On voit qu'il y a toujours une poursuite de la décroissance. Donc, à 3 mois, j'ai des transaminases à 2 fois la normale. Donc, à ce moment-là, donc, je vais baisser la dose de bédosine à 6 mg et je vais augmenter l'azatioprine à 100 mg. Donc, au bout de 4 mois,
La malade, donc, toujours sous bédosénide azatioprine. Donc, la malade, malheureusement, fait une intolérance avec des nausées et vomissements donc, liés à l'azatioprine. Donc, on était obligé d'arrêter. Et après 15 jours, normalement, on remarque qu'il remonte ces transaminases et voilà, donc sans bien sûr augmenter donc, la cholestase ni aggraver sa fonction hépatique. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous proposez? Donc, il fait une intolérance à l'azatioprine. Normalement, donc, nous, en tant que cliniciens, on est obligé de changer de ligne thérapeutique. Et normalement, actuellement, ce qui est recommandé, c'est ça la nouveauté de 2024, que normalement, le Cellcept, le mécophénolate mofétil, fait mieux que l'azatioprine. Et normalement, c'est une patiente, donc on l'a mis sous mécophénolate mofétil, donc qui est le Cellcept. Donc là, c'est des études qui montrent que ça marche très bien, ça marche beaucoup mieux que l'azatioprine, et surtout en cas d'intolérance à l'azatioprine. Malheureusement, donc, elle a quand même des effets secondaires, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte. Donc, cette patiente, quand même, on a pu arrêter l'azatioprine et on l'a mis sous Cellcept à la dose de 2 grammes. La tolérance était bonne. Le bilan 1 mois, donc, ça commence, donc, on voit que ça ne baisse pas. Hein, donc, il y a toujours l'acétolyse et il commence quand même à faire une petite cholestase. Donc, à votre avis, donc voilà, donc on change d'azatioprine, la molécule, et il n'y a pas quand même une vraie réponse biologique. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Donc, chez cette patiente, normalement, la première chose, il faut vraiment dire est-ce que cette patiente prend son traitement. Donc, l'observance, c'est très important. Avant d'aller changer de ligne thérapeutique, normalement, en tant que clinicien, on doit vérifier que vraiment la patiente, elle est très observante et prend donc régulièrement son traitement. On a une malade sous azatioprine, on a le LOTI cyst-TGN également qui nous permet de vérifier l'observance. Et surtout, normalement, il faut se poser la question donc, de remettre donc, le diagnostic initial où parfois on a des problèmes de chevauchement. Le patient, on a des malades qui peuvent avoir une hépatite auto-immune, mais au cours de l'évolution, ils peuvent faire associer soit une cholangite sclérosante, soit une cholangite primitive, biliaire primitive. Donc ça s'appelle le syndrome de chevauchement. Donc ils peuvent faire les 2 pathologies auto-immunes en même temps. Et on doit vérifier parce que pour les hépatopathies biliaires, cholestatiques, ce n'est pas les immunosuppresseurs, c'est plutôt l'acide urso-désoxycholique. Donc à ce moment-là, il faut rajouter un autre traitement. Voilà, donc il faut rechercher cet overlap syndrome, c'est ça également le challenge. Et à ce moment-là, on revient vers l'immunologiste et il ne faut pas hésiter à refaire le bilan immunologique et à rechercher tous les marqueurs que vient de dire professeur Bacolé. Donc, rechercher les anticorps antimitochondries type M2, rechercher les anti-GP210, SP, et bien sûr, parfois, donc, la pathologie biliaire, on est au-delà, parfois il y a une atteinte des canaux biliaires, des gros canaux biliaires, et à ce moment-là, ce n'est pas que l'histologie, il faut aller faire une bili-IRM. Donc le clinicien, il aura besoin du biologiste, de l'immunologiste, de refaire le bilan immunologiste, mais on aura également besoin de refaire, même parfois refaire la biopsie, et parfois même aller faire carrément une imagerie des voies biliaires, dans le cadre surtout de la cholangite sclérosante des gros canaux biliaires. Vous voyez, donc parfois, ce n'est pas très facile. C'est juste pour vous montrer que parfois, c'est vraiment très difficile. Et là, normalement, on a les critères, donc il faut regrouper. Si on a 2 critères de chacun, de l'hépatite auto-immune, de CBP, donc c'est un overlap syndrome. Si j'ai 2 critères de l'hépatite auto-immune et de la CSP, donc c'est un syndrome d'overlap syndrome. Voilà, donc je dois toujours, bien sûr, vérifier ces critères. Donc, et bien sûr, il y a également d'autres maladies qui peuvent également perturber le bilan hépatique. Donc, je dois toujours vérifier si le malade n'a pas de problème de dysthyroïdie, surtout si une patiente qui est suivie pour une hypothyroïdie. Rechercher une maladie cœliaque, rechercher une stéatohépatite non alcoolique, donc la stéatose dans le cadre de l'obésité. Et il faut rechercher également une prise médicamenteuse qui peut perturber le bilan hépatique. Donc, je reste toujours dans le raisonnement de diagnostic d'exclusion et des causes qui peuvent interférer à la résistance du traitement. Donc, et à chaque fois, j'ai besoin parfois de vérifier ces éléments-là.
Et parfois même, donc j'aurais même, s'il y a une indication à refaire carrément une biopsie hépatique, bien sûr qu'on essaie le maximum d'être le moins invasif possible. Et bien sûr, si je vérifie tous ces éléments-là, à ce moment-là, je peux dire, voilà, c'est la maladie observante, je n'ai pas d'autre cause de résistance ou de perte de réponse. Donc à ce moment-là, donc, je vais dire que ma malade ne répond pas à cette ligne thérapeutique et je pourrais changer par une deuxième ligne thérapeutique. Voilà, donc dernièrement, donc, on a eu les 3 types de traitements, mais vraiment, en tant qu'hépatologue-clinicien, il ne faut pas avoir la main facile de changer de ligne thérapeutique en deuxième ligne, donc troisième ligne. Donc vraiment, il faut staffer ses malades et vraiment essayer de bien poser l'indication. Donc le tacrolimus, donc c'est une anticalcinurine qui est indiquée en deuxième ligne et normalement qui marche très bien en cas de non-réponse au CellCept. On a la biothérapie, l'infliximab, qui est un anti-TNF-alpha, c'est de la biothérapie ciblée. Également, ça marche, ça a été essayé sur quelques séries, et ça marche en deuxième ligne. Et on a le rituximab, l'anti-CD20, qui a été également essayé en troisième ligne et qui a donné quand même de bons résultats. Donc, bon, finalement, notre patiente, on a vérifié, donc il y avait un problème d'observance, elle a amélioré son observance, perte de poids, on a ajusté le traitement parce qu'il y avait une prise de poids entre les deux, et on a pu quand même normaliser les transaminases et les immunoglobulines. On a arrêté le bédosinide à 2 mois et à 3 mois normalement de traitement par CellCept, donc on va envisager l'arrêt de traitement. Donc, là également, on revient vers le biologiste à ce moment-là et également l'anatomopathologiste pour dire est-ce qu'on a la possibilité d'arrêter le traitement ou non. Donc, à votre avis, quel élément va nous aider pour dire que notre patiente est en rémission? Est-ce que c'est que la biologie? Est-ce qu'on aura également besoin de l'histologie? Donc, je vais répondre à cette question. On aura besoin de tous ces éléments-là. Donc, je peux arrêter le traitement, bien sûr, au moins je dois avoir 2 ans de rémission biologique. Vraiment, strictement, donc ma malade doit avoir sur les 2 années un bilan biologique ALAT, AZAT, IgG normal. Et bien sûr, au moins je dois traiter 3 ans. Donc, à ce moment-là, donc, je peux dire que possible, on peut arrêter le traitement, on peut négocier. Donc, je peux normalement, dans la définition du groupe international des hépatites auto-immunes, c'est une PBF. On va avoir une rémission histologique. Normalement, la biopsie donc, sera obligatoire si on n'a pas de cirrhose et si on a un fibroscan qui est resté normal. Voilà, donc là, c'est les critères. Si j'ai des facteurs prédictifs de rechute, j'ai pas de rémission biologique, pas de rémission histologique et des anticorps anti-LKM1 ou SLA, je ne dois pas arrêter le traitement, en principe. Donc, je garde le traitement à vie. Si j'ai le contraire, à ce moment-là, je peux arrêter. Donc, pour dire, normalement, les hépatites auto-immunes, donc le traitement standard, c'est la corticothérapie et l'azatioprine. Donc, le bédosinide reste quand même meilleur, le gold standard en cas d'absence de cirrhose ou d'hépatite sévère. Les traitements de deuxième ligne, on a le CellCept, c'est intolérance à l'azatioprine. Le tacrolimus en cas d'échec. Et bien sûr, j'aurai besoin souvent de dialoguer avec nos amis biologistes, avec une surveillance clinique et biologique par les ALAT, les AZAT et les IgG. Et bien sûr, la tolérance par le dosage du cis-TGN si le malade sous MURL. Et bien sûr, ne pas oublier la fibrose par le fibroscan qui est l'examen le moins invasif. Donc l'histologie reste quand même obligatoire au début et bien sûr en cas de décision d'arrêter le traitement. Je vous remercie.